vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci à tous ceux qui nous ont rejoints et merci à ceux qui sont là depuis le début. Nous allons désormais aborder le thème 3, qui concerne les conditions sanitaires dans les établissements pénitentiaires et dans les centres de rétention administrative pendant la Covid-19. Pour animer cette thématique, je serai chaperonnée par mes deux camarades Fiona Zanardo et Eugène Estrellé. Alors, avant tout propos, une petite précision du coup sur les centres de rétention administrative. La rétention administrative, elle permet de maintenir dans un lieu fermé une personne étrangère qui fait l'objet d'une disposition, d'une mesure d'éloignement dans l'attente de son renvoi forcé. La rétention, elle est décidée par l'administration et elle peut être prolongée par le juge lorsque le départ immédiat de la personne étrangère est impossible. En principe, elle ne peut pas dépasser 90 jours. Hop, pardon. Alors, voilà. En principe, elle ne peut pas dépasser 90 jours. La personne étrangère retenue dispose de certains droits et notamment, elle peut recevoir l'aide d'associations. Nous avons inclus les centres de rétention administrative dans les lieux de privation de liberté au même titre que les prisons, parce qu'on considère, on estime que ce sont des lieux qui sont semblables au niveau de leur structure d'accueil. Donc pour cela, je vous laisse observer quelques instants l'image qui apparaît en fond. Donc voilà, on observe qu'effectivement, il y a une certaine similarité dans les structures d'accueil. Alors, les questions qui vont nous intéresser dans cette thématique seront portées sur l'analyse particulière de la situation des prisons et des centres de rétention administrative au regard de la propagation de l'épidémie. Le point de vue de nos intervenants, de nos invités, nous donnera un regard pratique sur les conditions réelles auxquelles sont confrontées les personnes détenues ou retenues dans ces établissements. Pour ce faire, je vais laisser la parole à ma camarade Fiona Zanardo pour nous dresser le panel des invités que nous recevons aujourd'hui. Alors bonjour à tous nos intervenants et merci encore pour votre présence concernant ce thème actuel. Merci à ceux qui sont restés et merci encore pour vos présentations enrichissantes de l'après-midi. Dernière thématique analysée ce jour, la Covid. Donc pour traiter ce sujet, nous avons la chance d'accueillir Nadia Amami, juriste dans l'association Forum Réfugiés, Monsieur David Roy, responsable national des actions du comité intermouvement auprès des évacués dans les CRA au sein de la CIMAD. Et enfin, on aura également la présence de Monsieur François Besse, déjà présent pour la thématique 2, coordinateur du pôle enquête de l'OIP, qui sera là pour la table ronde pour discuter, s'il le souhaite, et répondre à nos questions en rapport avec les prisons. Pour ce faire, M. David Roy nous présentera, pour commencer, durant son intervention, les conditions sanitaires dans les centres de rétention administratifs pendant la crise Covid. Je rappelle, comme précédemment, que nos professeurs peuvent bien évidemment prendre la parole. Et également, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le chat, on y répondra à la fin. Donc voilà, merci en tout cas. Et Eugène, je te laisse diriger tout ça. Oui, bonjour. Voilà. Bonjour, Monsieur Roy. Voilà, si vous voulez vous présenter, c'est à vous. Bonjour. Merci d'abord pour cette invitation et puis aussi d'organiser un temps d'échange sur ces sujets très importants et parfois un petit peu oubliés. David Roy, donc moi je travaille pour la CIMAD, qui est une association qui intervient sur tout le territoire français, notamment impliquée dans l'accompagnement des personnes étrangères, la défense de leurs droits, donc sur de l'accompagnement individuel et puis aussi sur des actions de plaidoyer, de sensibilisation notamment. Et puis plus spécifiquement, la CIMAD est missionnée pour intervenir dans les centres de rétention administrative pour assurer une aide à l'exercice des droits des personnes enfermées. On a une conception un peu élargie de cette mission, puisque au-delà de l'intervention de nos juristes sur le terrain et dans les centres de rétention, on a aussi une ligne politique qui consiste à beaucoup communiquer sur ce qui se passe dans ces lieux d'enfermement, par voie de presse ou comme aujourd'hui, à travers l'échange qu'on va avoir.
peut-être rajouter, avant d'aller spécifiquement sur la question des conditions sanitaires dans les centres de rétention sur l'année écoulée, peut-être rajouter à l'introduction que votre camarade a pu faire, le fait qu'un centre de rétention, il faut vraiment imaginer que c'est un peu une prison qui ne dit pas son nom, hein. C'est vraiment un lieu d'enfermement avec des barbelés, des caméras, où les personnes n'ont pas le droit de sortir, sont enfermées sur des durées qui peuvent aller jusqu'à 3 mois et même davantage parce qu'elles peuvent faire des allers-retours entre centres de rétention, prison, puis à nouveau rétention, où les personnes sont privées de leur téléphone portable dès lors qu'il est doté d'une caméra, par exemple. Voilà. Peut-être aussi avoir en tête que c'est un lieu où, sur le plan juridique, se jouent, disons, des enjeux humains très forts, puisque ces personnes-là sont là pour l'exécution d'une mesure d'éloignement. L'administration française tente de les expulser du territoire vers un pays européen ou vers un pays hors de l'Union européenne, et que, en fait, toutes les procédures se déroulent dans une très grande urgence, hein. Autant le contrôle de la privation de liberté devant le juge judiciaire qui se fait dans les 48 heures et puis qui revient avec des phases plus éloignées mais moins cruciales, que le contrôle par le juge administratif de la mesure d'éloignement elle-même prononcée par un préfet ou une préfète. Ou plus à la marge, la question des demandes d'asile, donc des démarches en tout cas, et une défense des droits qui doit s'exercer dans une très grande urgence. Peut-être avoir en tête aussi que la France est le pays européen qui enferme le plus les personnes étrangères pour les expulser. C'est environ 50 000 personnes étrangères enfermées chaque année dans 23 centres de rétention administrative. Le plus proche de, peut-être là où vous vous trouvez, je ne sais pas, c'est celui de Marseille, celui de Nice, pas très loin, dont tout à l'heure la personne qui a parlé après moi parlera plus en détail. Et puis, pratiquement autant de locaux de rétention administrative qui sont souvent situés dans des commissariats et qui s'apparentent un peu à des conditions d'enfermement proches de celles de la garde à vue. Dire aussi que dans ces lieux peuvent être enfermés des hommes, des femmes, 10% environ sur l'ensemble des personnes enfermées, et également des enfants. Voilà, pour camper un petit peu le paysage. La crise sanitaire, elle est arrivée sur le contexte de la rétention à un moment où on avait déjà une politique très répressive menée, à savoir un recours massif à la rétention, de plus en plus systématique pour exécuter les mesures d'éloignement, alors qu'il y a d'autres méthodes moins coercitives qui existent sans passer par cet enfermement. Une période où, dans les années précédentes, on a à la fois eu des durcissements législatifs conduisant à des restrictions des droits des personnes enfermées d'une part et à la possibilité élargie de pouvoir expulser pour l'administration française, et puis une restriction des droits qui s'est traduite aussi par des pratiques de violation très fréquentes de ces droits par l'administration ou tout au long de la procédure judiciaire. Pour vous donner un ordre d'idée, parmi les personnes enfermées en rétention, dans l'Hexagone, parce qu'outre-mer, le droit est différent et donc la problématique est un peu différente, un tiers des personnes enfermées sont libérées par des juges, ce qui est considérable, hein, soit parce que les droits n'ont pas été respectés au cours de la procédure judiciaire, soit encore parce que, éventuellement, le placement en rétention n'est pas régulier, pour aller vite, soit parce que le tribunal administratif va annuler la mesure d'éloignement elle-même, voire plus marginalement parce que la Cour européenne des droits de l'homme va enjoindre à la France de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement dès lors que sont en cause des violations des articles 3 et 8 de la Convention. Donc des risques de traitement inhumain et dégradant d'une part et le droit au respect de la vie privée et familiale d'autre part, à titre principal s'agissant de la CEDH. Voilà. Alors, le contexte sanitaire, il est arrivé en mars dernier, il y a un an maintenant, dans ce contexte très répressif et très compliqué, avec beaucoup de tensions dans les centres de rétention, beaucoup de personnes atteintes de troubles psychiatriques enfermées, de personnes atteintes de pathologies graves, de personnes risquant une expulsion vers des pays en guerre, par exemple, et dans un contexte où, un peu plus d'un an auparavant, le législateur avait doublé la durée maximale de rétention, qui est passée de 45 jours à 3 mois. Comme je l'ai indiqué en préambule, donc du coup un contexte quand même de tension très forte, avec beaucoup de gestes un peu désespérés ou de révolte de la part des personnes enfermées. Et c'est un contexte sanitaire qui est venu aggraver encore très fortement les conditions d'enfermement et l'exercice des droits.
Alors pourquoi, comment, sous quelle forme, c'est ce que je vais essayer un peu de vous exposer. D'abord, les centres de rétention n'ont jamais fermé pendant la pandémie. Une partie d'entre eux a fermé dans un premier temps, alors que les autres restaient ouverts. Puis, un peu avant l'été, tous les centres de rétention ont rouvert. Et pour aller vite, dans les grandes lignes, on a vu un peu avant l'été, au fil de l'été, remonter les taux d'occupation des centres de rétention, qui aujourd'hui, et depuis déjà plusieurs mois, se situent aux alentours de 70-80% de taux d'occupation, voire 100% ponctuellement dans certains centres de rétention. Ça signifie que les personnes ont été enfermées et particulièrement exposées à des risques de contamination, et d'ailleurs pour certaines d'entre elles contaminées par la Covid-19. Pourquoi? Parce qu'on a des personnes qui sont parfois plusieurs par chambre, qui partagent les mêmes sanitaires, qui mangent ensemble dans des réfectoires en commun, et puis un enfermement où 24 heures sur 24, il est très compliqué finalement de respecter complètement les gestes barrières, de porter constamment le masque, etc. Ceci d'autant plus que les protocoles sanitaires qui ont été mis en place l'ont été tardivement, ils sont restés lacunaires, insuffisants et très inégalement appliqués d'un centre de rétention à l'autre. Donc au total, on a vu finalement tout au long de cette année se multiplier des contaminations, des situations de cluster dans les centres de rétention, et avec systématiquement quand même une politique qui a consisté à ne pas libérer les personnes, sauf celles qui, testées positives, étaient symptomatiques et fortement, dont certaines ont été hospitalisées, mais très à la marge. Sinon, la politique publique a consisté à vraiment maintenir coûte que coûte cet enfermement. Alors, de quelle façon? Soit en laissant des personnes enfermées dans certains centres de rétention alors même qu'il y avait des cas contacts identifiés et sans qu'elles soient protégées et isolées, soit en les isolant dans des centres de rétention spécialement organisés pour ne recevoir que des personnes positives, soit encore, par exemple, en utilisant des cellules d'isolement qui existent au sein des centres de rétention, qui ont surtout une fonction d'isolement disciplinaire, et qui ont été utilisés pour, par exemple, attendre les résultats d'un test PCR pour quelqu'un qui présentait des symptômes pouvant être ceux de la Covid. Donc, on a eu vraiment un maintien de l'enfermement à tout prix, qui, je dirais, s'inscrit dans la continuité de la politique déjà à l'œuvre, mais qui, en l'occurrence, au regard des enjeux sanitaires et de santé pour ces personnes, a posé très fortement en question et a conduit beaucoup d'associations ou d'autorités administratives indépendantes à demander la fermeture de ces centres de rétention dans le contexte sanitaire ou, à tout le moins, une réduction drastique de leur utilisation. Sans succès, le ministère de l'Intérieur n'a pas bougé d'un pouce sur le sujet. Le ministère de la Santé n'est pas intervenu. C'est un sujet sur lequel, en général, il fait peu valoir ses prérogatives au regard de la puissance du ministère de l'Intérieur et de l'objectif d'expulsion affiché par la France. Alors, c'est quelque chose qui a été quand même extrêmement... peut-être dire aussi au passage qu'il y avait des enjeux de santé publique, parce que, comme je l'ai dit, un tiers des personnes, voire la moitié des personnes environ sont libérées des centres de rétention, plus pendant la période de pandémie. Et on a vu beaucoup de personnes libérées potentiellement positives, voire positives à la Covid, sans qu'il y ait de mesures spécifiques de prise du tout à leur sortie, ni d'accompagnement. Peut-être souligner que ça a été particulièrement, c'est particulièrement critiquable parce que, outre ces questions de santé et d'exposition de la santé des personnes, il se trouve que pendant toute la période, les expulsions étaient pour beaucoup de ces personnes enfermées impossibles à réaliser, tout simplement parce que les frontières étaient fermées et le sont encore pour certaines nationalités. Je prendrai l'exemple emblématique des ressortissants algériens qui ont été enfermés par centaines depuis le début de la pandémie, alors même qu'il n'y a eu aucune expulsion vers l'Algérie, puisque les expulsions sont impossibles. Quasiment, il y a eu quelques dossiers un peu brûlants à la marge, mais enfin, c'est tout à fait anecdotique. Donc, on a eu comme ça un maintien de l'enfermement à tout prix pour des durées très, très longues. Donc, un sentiment d'injustice très fort de la part des personnes enfermées, à la fois exposées à ces risques sanitaires, déjà sous la pression de l'enfermement qui est toujours traumatisant et très compliqué, et en plus qui ne comprenaient pas pourquoi elles étaient maintenues enfermées, qui ne comprennent pas toujours aujourd'hui pourquoi elles sont maintenues enfermées, alors même que les perspectives d'expulsion ne sont pas là. Ce qui, au passage, pose un vrai problème de légalité, même si la jurisprudence n'a pas été bonne sur ce point,
parce que la rétention n'est possible que pour exécuter une mesure d'éloignement, donc pour expulser, et à condition qu'il existe des perspectives raisonnables de pouvoir exécuter la mesure. Donc ce panorama global, on peut dire un peu rapidement, mais peut-être que Nadia Amami reviendra, qu'on a vu aussi une détérioration forte des droits du fait de l'adaptation de la justice aussi au contexte sanitaire, qui était général avec des dérogations liées à l'état d'urgence permettant d'organiser des audiences par visioconférence ou sans présentation des personnes, voire par téléphone dans certains centres de rétention administrative. Ce sont des mesures qui n'ont pas concerné que les centres de rétention administrative, mais on a quand même eu des spécificités. D'abord, l'urgence de la procédure, le fait que la partie orale est très importante, les difficultés liées au fait que beaucoup de personnes ne parlent pas le français, donc d'interprétariat, les problèmes techniques de vidéotransmission, que ce soit le son ou l'image, et puis la tenue d'audience totalement illégale parce que la personne était le ou la juge d'un côté au tribunal, et puis la personne jugée en plein cœur d'un centre de rétention, parfois dans une salle réservée à des entretiens OFPRA, alors que la jurisprudence ne permet pas en principe de juger dans des lieux de rétention, mais au moins dans des locaux à proximité et relevant du ministère de la Justice. Et puis, par exemple, au centre de rétention d'Hendaye, une salle d'audience aménagée en plein cœur du commissariat. Donc vraiment de grosses difficultés sur le plan de l'apparence d'impartialité de la justice, de l'égalité des armes, sur le plan de la publicité des audiences aussi, parce que ces lieux étaient difficilement accessibles ou inaccessibles. Donc voilà. Peut-être dire aussi qu'en termes de conditions d'exercice des droits, on a eu des cas où les visites étaient limitées. Les personnes ont le droit de recevoir des visites plus facilement qu'en prison, voire supprimées pendant cette période. Voilà. Peut-être dire aussi que c'est une période qui a été marquée par une tendance qu'on a vu se développer ces dernières années, c'est-à-dire une tendance de plus en plus répressive, avec une pénalisation de plus en plus étendue et très dure des personnes enfermées. Alors, ça a consisté en quoi concrètement? D'abord par un choix politique particulièrement choquant dans les premiers mois de la pandémie, puisqu'en fait, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Castaner, a publiquement assumé que les centres de rétention restaient en partie ouverts, notamment pour enfermer les personnes sortant de prison. Alors, ce qui est très, très problématique qu'il l'ait assumé, parce qu'un centre de rétention, ça n'a certainement pas vocation à enfermer des personnes pour des raisons d'ordre public, c'est ce qui était avancé par le ministre de l'Intérieur, d'une part. D'autre part, ces personnes étant sorties de prison avaient purgé leur peine, donc elles n'avaient absolument pas à être privées de liberté au motif qu'elles pouvaient potentiellement demeurer dangereuses quelque part à vie, parce qu'elles avaient à un moment été incarcérées. Et puis, un centre de rétention, ça peut en principe permettre d'enfermer que pour exécuter une mesure d'éloignement et pas pour autre chose. Et on a eu toute une période où des sortants et des sortantes de prison ont été enfermés dans les centres de rétention. Ça continue aujourd'hui encore, dans une moindre mesure, mais on a une proportion de sortants de prison assez importante. Et puis, un dernier point peut-être où la pénalisation s'est particulièrement renforcée, c'est que quand les expulsions ont pu reprendre pour certaines destinations, la plupart des autorités des pays vers lesquels la France souhaite expulser exigent un test négatif, un test PCR négatif. Et on a donc vu une pression très très forte organisée et mise sur les personnes enfermées qui ont vite compris que si elles acceptaient de se faire tester, ça pouvait servir si le test était négatif à les expulser, et se sont mises pour beaucoup à refuser d'être testées. On a une politique pilotée par le ministère de l'Intérieur de poursuites fréquentes et de pénalisation assez systématiques des personnes refusant ces tests, alors même que ça soulève quand même des questions relatives au droit de refuser un acte médical, a fortiori un acte médical invasif. Et on a vu des personnes donc déférées et condamnées à des peines de prison ferme jusqu'à 4 mois, des peines de sursis, des interdictions du territoire français pouvant aller jusqu'à 10 ans. Et puis un cycle de pression mis sur ces personnes, puisque souvent elles avaient passé jusqu'à 3 mois en rétention, pour être ensuite condamnées à envoyer en prison, et revenir ensuite en rétention et repartir sur un cycle avec à nouveau une pression sur l'utilisation de ces tests. Donc voilà sur les principaux aspects.
Je pense que j'ai fait pas mal le tour. On pourra peut-être, je vais peut-être m'arrêter là pour ne pas être trop long et vous assommer en fin de journée. Peut-être juste pour conclure un tout petit mot, dire que on a vu du coup se multiplier quand même des gestes un peu extrêmes de dernier recours de la part des personnes enfermées, avec une multiplication des tentatives de suicide, des automutilations, des révoltes aussi, des grèves de la faim, des communiqués des personnes enfermées, qui n'étaient pas complètement nouvelles, hein, parce que c'est des manifestations qu'on avait déjà pu voir se multiplier ces dernières années, mais qui là, en l'occurrence, ont été encore plus développées. Voilà. Moi, je vais m'en tenir là et puis on pourra échanger et poursuivre lors des échanges. Et du coup, je vais laisser Nadia et Mamie compléter. Je vous remercie pour toutes ces explications et puis pour toutes ces descriptions. Donc, je vais laisser la parole à Madame Nadia Mamie. Voilà, vous. Je vous remercie. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Je viens d'arriver. Alors, je m'appelle Nadia Mamie, je travaille pour l'association Forum Réfugiés. J'interviens en fait en tant que juriste au centre de rétention administrative de Nice. Je travaille au CRA de Nice depuis 7 ans. Nous sommes une petite équipe de 2 parce que le CRA de Nice est un petit CRA qui a une capacité en théorie de 40 places. Mais c'est un CRA qui est pour autant très actif au niveau du turnover, ne serait-ce que par notre positionnement géographique près de la frontière franco-italienne, qui fait que c'est un CRA qui est très, très, très souvent à flux tendu. Voilà, donc Forum Réfugiés, nous intervenons dans les centres de rétention, dans 6 centres, dans 6 CRA, à Sète, Marseille, Lyon, Perpignan, Nîmes et Nice. Donc, moi, je vais essayer plutôt de rester sur ma pratique niçoise et vous parler un petit peu de la prise en charge de cette pandémie, en tout cas par rapport au terrain, sur ce que moi j'ai vécu. Je vous le précise parce que ça peut être différent, justement, comme l'a rappelé David Roy, selon les CRA. Il y a certains CRA qui ont été complètement vidés, d'autres qui ont continué à tourner. Des CRA d'une plus grande capacité que la mienne, et c'est intéressant d'avoir l'illustration du CRA de Nice parce que c'est un CRA qui pose beaucoup d'interrogations de par en fait la vétusté du lieu dans lequel je travaille. C'est un CRA qui date de 1986, qui a déjà fait l'objet de plusieurs rapports du contrôleur général des privations de liberté, de certains JLD qui sont venus faire des visites d'observation. Alors, moi, mon bureau est vraiment là à l'instant où je vous parle. Je suis d'ailleurs au centre de rétention, donc vous m'excuserez si parfois il peut y avoir des bruits. Déjà, pour vous expliquer, nous avons un accès direct aux personnes retenues. C'est-à-dire que j'ouvre la porte de mon bureau, je me retrouve déjà en zone de vie et dans un couloir très étroit, avec à l'étage donc les 40 chambres. Et les personnes qui sont obligées de passer par le couloir intervenant pour ensuite accéder à la police ou accéder tout simplement aux intervenants. Donc, si vous voulez, le risque de contagion au CRA de Nice, c'est vraiment très, très fort. Ce qui a fait que, et pour autant, en début d'année, en début d'année 2020, quand justement nous avons alerté sur les risques de contagion au CRA, il y avait une quasi-inexistence des mesures barrières qui ont été prises en rétention. Donc, nous avons pris l'initiative par nous-mêmes, par le biais de notre association, de nous protéger parce que les policiers disposaient, eux, de masques pour eux, mais ne disposaient d'aucun masque pour les intervenants extérieurs. Et les retenus, au départ, n'étaient ni masqués, ni ne disposaient de gel hydroalcoolique. Donc, c'était vraiment très, très problématique. Ça a été soulevé devant les juridictions, devant les JLD, les juges des libertés. Et nous sommes arrivés fin mars, exactement le 21 mars, à vider, si j'ose dire, le CRA de Nice, à force de justement contester en fait les conditions sanitaires, le risque d'exposition au Covid au CRA. Les retenus qui, à l'époque, le 21 mars, comparaissaient devant le JLD en visioconférence, déclaraient tous qu'ils n'avaient à leur disposition aucun gel hydroalcoolique, aucun masque et qu'ils se sentaient, exposés au Covid à tout moment, sachant qu'en plus de cela, il n'y avait aucune mesure qui avait été prise, ne serait-ce que
pour les moments où tout le monde mange ensemble, lors des restaurations. Nous avons une petite cour, comme je vous l'ai dit, avec un endroit extrêmement confiné. Donc, les juges ont libéré toutes ces personnes. Mais à noter que si les 23 dernières personnes qui étaient au CRA au mois de mars ont été libérées, officiellement, sur les ordonnances JLD qu'on a pu lire, et moi j'ai assisté à ces dernières audiences JLD, les magistrats n'ont pas, clairement affirmé que ces libérations étaient dues aux conditions sanitaires en rétention. Disons que c'était assez accessoire sur les ordonnances JLD et qu'elles ont été principalement libérées pour absence de perspective d'éloignement, puisqu'à l'époque, les frontières étaient fermées. Et certains magistrats ont eu quand même le courage de rajouter à ce moyen de nullité les conditions sanitaires au CRA. Mais ça n'a pas été franchement, le motif premier, si vous voulez, de ces dernières libérations. Donc, nous nous sommes retrouvés, donc pour le CRA de Nice, je précise, parce que ça n'a pas été le cas dans tous les CRA, nous nous sommes retrouvés du coup avec un CRA qui n'était pas fermé administrativement, mais donc qui est resté ouvert, mais qui était complètement vidé de tout retenu. Et ça a duré comme ça jusqu'au 15 juin, parce que dès qu'il y a eu l'annonce du déconfinement, eh bien, le lendemain, nous avons reçu, excusez-moi, je vous ai dit, je suis en rétention, nous avons reçu eh bien, un message disant que le CRA rouvrait et qu'on nous invitait à retourner faire une permanence, tenir une permanence au CRA. Donc, nous avons repris notre activité en rétention dès le 15 juin. Et bien entendu, pour justifier cette réouverture, nous avons vu la différence au niveau de la mise en place d'un vrai protocole sanitaire, cette fois-ci, par la PAF, parce qu'elle devait bien, la préfecture devait bien justifier, si vous voulez, les nouveaux placements de retenue. Donc, ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'il y a eu une réelle prise en charge sanitaire qui a consisté en une prise de température des entrants, port du masque obligatoire pour tous, mise à disposition de gel hydroalcoolique, limitation des personnes en chambre. Donc, de 40 personnes, nous sommes passés à une capacité de 20 places, voilà, qui jusqu'à aujourd'hui est restée diminuée. Et ils ont créé une sorte de chambre Covid, c'est-à-dire qu'en cas d'infection, la personne serait isolée. Et en cas de plusieurs infections, comme l'a dit David Roy, effectivement, transfert dans ce qu'ils ont appelé un CRA Covid. Donc, toutes ces mesures qui étaient destinées vraiment à prévenir toute contamination par les retenus, eh bien, en fait, elles n'ont pas empêché du tout l'intrusion du virus au CRA de Nice. Alors, c'est assez, j'allais dire, c'est assez amusant, c'est une anecdote, mais moi, j'ai participé à des réunions interservices avec la PAF, où en fait, les discussions et les inquiétudes au niveau de la prise en charge sanitaire étaient constamment axées en fait sur la prise de température des retenus, disperser les retenus, isoler les retenus au cas où. Et je me souviens déjà qu'avant que le virus rentre au CRA, j'avais signalé au bout d'un moment, excusez-moi, mais il n'y a pas que les retenus qui peuvent ramener le virus. Nous-mêmes, en tant qu'intervenants extérieurs, on peut ramener le virus, et vous-même, en tant que policier, vous pouvez ramener le virus. Donc, si vous voulez, on sentait qu'il y avait un protocole qui avait été mis en place, mais comme si seulement les retenus qui venaient de l'extérieur, et je me souviens qu'à l'époque, la police avait très, très peur des retenus qui venaient juste notamment de la région milanaise. Donc, vraiment, tout était axé sur les retenus. Eh bien, figurez-vous qu'aucun retenu jusqu'à aujourd'hui n'a été testé positif au Covid, au CRA de Nice, et qu'en fait, nous avons eu, on peut le dire, un cluster de 17 policiers qui ont été contaminés et qui ont fait rentrer le virus au CRA. Donc voilà, ce ne sont pas les personnes auxquelles s'attendait la PAF qui ont contaminé ici. Fort heureusement, aucun intervenant extérieur, si ce n'est un infirmier, mais ni l'OFI, ni Forum Réfugiés, ni aucun retenu n'a été contaminé. Mais voilà, tout ça pour dire que
effectivement, il y avait une grande inquiétude, une concentration sur les retenus, et les policiers ont oublié qu'eux-mêmes pouvaient être porteurs du virus. Et encore, la semaine dernière, j'ai reçu un mail disant qu'un policier était encore testé Covid, quoi. Donc, vous savez, les retenus, plus de la moitié maintenant des personnes qui rentrent en rétention viennent de maisons d'arrêt. Donc, ce sont des personnes qui sont protégées, qui sont testées en maison d'arrêt. Donc, ce n'est pas d'eux qu'on craint la contamination. Voilà. Et là, c'était l'exemple même que la prise en charge sanitaire s'arrête là où le veut bien voilà, la PAF, mais ce n'est pas, c'est très centré sur les retenues, comme je vous ai dit. Donc, le CRA, du coup, a retrouvé une activité, et les placements, écoutez, se sont poursuivis. Les tests continuent d'être proposés. Parce qu'au CRA de Nice, quand la personne rentre en rétention, elle est vue par l'UNCRA, l'unité médicale en centre de rétention, avant son entrée en zone de vie. Et on lui propose un test antigénique, donc avec une réponse en 15 minutes. C'est systématiquement proposé à l'entrée, sauf pour les sortants de maison d'arrêt, justement, qui ont déjà fait le test en maison d'arrêt. Et en fait, si la personne refuse, ce qui arrive, j'ai envie de dire, aux 2/3, eh bien, en fait, il n'y a pas d'isolement qui est proposé. En tout cas, au CRA de Nice, puisque je me suis renseignée chez d'autres collègues, notamment au CRA de 7, où systématiquement, je crois que quand les personnes refusent le test antigénique, elles sont isolées pendant quelques jours. Mais là, c'est impossible. Isolement, ça voudrait dire qu'on les isole pendant 7 jours parce qu'elles ont refusé le test, et que, bon, par précaution, on les met à l'écart des autres pendant 7 jours. Donc, comme ce n'est pas possible dans le CRA que je vous ai décrit, eh bien, quand les personnes refusent, on les fait rentrer en rétention. Donc, voilà où s'arrêtent, si vous voulez, où s'arrêtent les mesures de sécurité. La prise de température, par contre, est prise systématiquement. Et les personnes font l'objet d'un questionnaire succinct si elles ont des symptômes respiratoires, des symptômes digestifs, si elles ont eu de la fièvre les jours précédents, et quel est plus ou moins leur parcours migratoire. Donc ça, c'est l'unité médicale au centre de rétention, l'UNCRA, voilà, qui voit les personnes, qui est censée voir les personnes avant tout autre intervenant extérieur, et qui pratique et qui propose ces tests et qui pratique la prise de température. Quand l'UNCRA n'est pas là, puisque l'UNCRA est là du lundi au dimanche, mais ça s'arrête à 17h, le médecin est là qu'en semaine, mais les infirmiers sont là le week-end. Eh bien, en fait, il n'y a pas de prise de température par la police. Il faut savoir que les placements en rétention ne se font pas de 9h du matin à 17h. Hein. Donc, c'est même le contraire. Ça arrive très souvent le soir, etc. Donc, en fait, quand la personne arrive en rétention et qu'il n'y a pas d'unité médicale du centre de rétention, la police ne prend pas de température. Par contre, l'ARS, l'Agence régionale de santé, leur a donné une checklist. Voilà, ils sont censés en fait poser des questions. Je l'avais imprimé, je ne la trouve plus. Où ils sont censés poser des questions. Bon, c'est un peu toujours pareil, symptômes respiratoires, fièvre les jours précédents, etc., etc. Et s'il y a une suspicion, mais alors sans prise de température, on place en ces cas-là la personne en zone tampon, mais juste le temps que la personne soit vue le lendemain par l'unité médicale du centre de rétention. Et c'est pareil pour les sortants de maison d'arrêt, ils sont considérés comme sûrs, donc ils sont considérés comme, si vous voulez, ayant eu un suivi médical permanent en maison d'arrêt, donc ils ne font pas l'objet d'autant de suivi une fois qu'ils sont placés en rétention. Donc voilà pour la prise en charge sanitaire. Alors il faut savoir que, en même temps que ce souci des autorités d'à tout prix retrouver une activité en rétention et de justifier, si vous voulez, cette activité par le fait qu'il y a une réelle prise en charge sanitaire, il y a eu des événements, les 2 attentats à Conflans-Sainte-Honorine et à Nice, qui ont fait que parallèlement, il y avait, on l'a senti, une volonté de, à tout prix, placer des profils considérés comme dangereux. Donc, si vous voulez, on a senti pendant un moment que ça passait avant, si vous voulez, ça passait avant
la sécurité sanitaire, quoi. Voilà, avant tout, gérer les placements de personnes soupçonnés ou condamnés pour actes de terrorisme, les sortant de maison d'arrêt, même quand ils n'étaient ni soupçonnés ni condamnés pour actes de terrorisme. Donc, on sentait, si vous voulez, qu'il y avait ces deux enjeux voilà, qui venaient se confronter pendant un moment. Ça s'est plus ou moins calmé ces derniers temps. Voilà. Donc ça, c'est par rapport au protocole sanitaire. Par rapport à la perspective d'éloignement, je peux vous dire un mot dessus. Eh bien, effectivement, les personnes n'étaient plus éloignées du tout par rapport à la fermeture des frontières pendant un moment. Et puis ensuite, petit à petit, les pays d'origine qui probablement ont été contraints de trouver des moyens de faire revenir leurs ressortissants ont commencé à rouvrir leurs frontières, mais avec certaines conditions, donc notamment la première, le test PCR. David l'a fait remarquer, ce refus de test PCR, notamment pour les Maghrébins, qui ont été très sollicités au départ, a fait l'objet de condamnation et continue à faire l'objet de condamnation pénale. Donc moi, j'ai assisté à des audiences en correctionnel pour justement essayer de comprendre un petit peu l'argumentation des magistrats, parce qu'avec les avocats, on a pas mal bataillé justement avec des argumentaires pour essayer de faire valoir le fait que c'est un acte médical et qu'on ne peut pas imposer un acte médical. Donc voilà, il y a eu des discussions comme ça devant le tribunal sur le fait que est-ce que c'est considéré comme un acte médical isolé, auquel cas on ne peut obliger une personne, ou est-ce que c'est tellement lié, si vous voulez, au travail d'éloignement de la PAF, que du coup, refuser ce test qui fait partie, si vous voulez, d'une des conditions, c'était ça la logique des magistrats, qui fait partie d'une des conditions de l'éloignement, et de ce fait, refuser une de ces conditions, participer à refuser l'éloignement. Donc, c'était un obstacle à l'éloignement, et ça a mérité une condamnation, et c'est allé jusqu'à avoir des condamnations avec interdiction du territoire national. C'est-à-dire qu'au début, c'était assez léger, c'était 3 mois. Ensuite, les condamnations pénales ont augmenté jusqu'à aller à des peines d'emprisonnement avec des interdictions du territoire national. Voilà. Ça a concerné principalement au CRA de Nice, surtout les Tunisiens à un moment. Concernant l'Algérie, oui, effectivement, nous aussi, nous avons été confrontés à des placements d'Algériens un peu incompréhensibles par rapport à la fermeture des frontières de l'Algérie. Nous avons même assisté à des personnes qui sont restées placées un moment, qui ensuite ont été transférées à Paris parce qu'elles ont pris un premier vol Nice-Paris pour ensuite rejoindre Alger. Nous avons appris par la suite que ces personnes-là, en fait, leur avion Paris-Alger avait été annulé à Paris. Donc, ces personnes sont revenues à Nice. Enfin, voilà, ça a été un petit peu incompréhensible. Et pour autant, ça n'a pas empêché encore des placements d'Algériens. Par rapport à la Tunisie, alors, à partir du moment où la Tunisie a accepté le test PCR, les éloignements vers la Tunisie se sont poursuivis, sauf que la Tunisie, depuis quelques semaines ou jours, je ne sais plus, a rajouté une condition en fait à l'éloignement, en tout cas à l'acceptation de ses ressortissants sur son territoire, c'est la réservation d'isolement, si vous voulez, pendant une semaine, et une réservation d'hôtel pendant 7 jours sur le sol tunisien. Ce qui a, semble-t-il, posé un petit peu problème aux autorités, puisque pendant quelques temps, en fait, il y a eu une sorte de coup d'arrêt aux éloignements de Tunisiens, parce que forcément, ça allait être un coût assez conséquent, si vous voulez, pour les autorités françaises de devoir justifier d'une réservation d'hôtel avec une liste imposée par le gouvernement tunisien. Donc voilà, et jusqu'à aujourd'hui, ça fait partie des conditions, donc test PCR plus réservation de 7 nuitées d'hôtel en Tunisie. Un autre exemple avec un autre pays qui impose la même condition, c'est l'île Maurice, puisqu'on a eu un Mauricien qui a été éloigné, et l'île Maurice a imposé un isolement de 15 jours avec une réservation de 15 jours de nuit d'hôtel. Alors,
semble-t-il, ce sont des nouvelles conditions, comme je vous ai dit, comment dire, qui semblent un peu problématiques aux autorités. La preuve en est que l'hôtel à l'île Maurice nous a contactés, nous, Forum Réfugiés, pour qu'on les aide à régler nuitées d'hôtel. C'est-à-dire qu'en fait, la PAF n'avait pas, le ministère n'avait pas en fait encore réglé l'hôtel. Donc, la personne en question en fait a été harcelée par l'hôtel. Donc, s'est retrouvée éloignée par les autorités françaises et a été sommée par l'hôtel, pendant qu'il était encore à l'hôtel, de régler la facture d'hôtel, alors que ça fait partie des conditions d'éloignement qui doivent être prises en charge par les autorités françaises. Donc, il se pourrait qu'il y ait de plus en plus cette condition qui soit rajoutée aux éloignements. Mais voilà, les éloignements se poursuivent. La Tunisie, en l'occurrence, il y a eu un vol groupé la semaine dernière. Donc oui, effectivement, ça a l'air compliqué pour les autorités françaises d'éloigner, si vous voulez, au compte-gouttes de CRA par CRA. Donc, il semblerait que de Marseille, la semaine dernière, il y ait eu un vol qui soit parti et qui est regroupé. David, tu me diras si tu as eu des personnes des CRA où est présente la CIMAD. Mais voilà, des personnes du CRA de Nice ont été envoyées à Marseille. J'ai appris que des personnes de Paris avaient été aussi envoyées à Marseille pour un vol groupé Marseille-Tunis. Donc voilà, les éloignements se poursuivent. Par rapport à l'accès aux droits des personnes, leur présentation aux tribunaux, comme je vous ai dit, avant la fermeture, si vous voulez, du CRA de Nice, ou plutôt l'inactivité du CRA de Nice, les personnes ont été présentées, que ce soit devant le JLD ou devant l'UTA, en visioconférence, ce qui limitait fortement l'exercice de leurs droits. C'était très compliqué, avec effectivement des problèmes techniques, etc., etc. Surtout à Nice, où on n'était pas du tout équipé. Il y a certains CRA qui sont déjà équipés en visio parce qu'ils pratiquent déjà la visio avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Au CRA de Nice, ce n'était pas le cas, donc ils ont dû installer tout un système de visioconférence, etc., etc. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus le cas pour les présentations devant le juge des libertés ou devant le tribunal administratif. Par contre, c'est resté en visio pour la cour d'appel, ce qui reste problématique parce que nous avons essayé de faire venir des familles pour assister à une audience qui est censée être publique, et on nous a opposé les risques sanitaires si la famille venait assister à l'audience dans la même salle que le retenu. Et pourtant, c'était une personne qui avait des garanties de représentation, et c'était sa compagne, il me semble, et les enfants, la compagne, oui, qui voulait venir justement témoigner qu'elle hébergeait monsieur. Donc voilà, effectivement, les droits des personnes sont restreints de par cette nouvelle configuration. Je vous prends aussi l'exemple des visites. Alors nous, à Nice, en plus, il y a une nouvelle difficulté qui vient se greffer, c'est ce confinement le week-end, qui fait que les personnes au CRA de Nice n'ont plus de droit aux visites le week-end. Voilà, tout simplement. Parce que ça ne fait pas partie des conditions qui justifieraient qu'une personne sorte en plein confinement du week-end. Et on a de plus en plus de placements de préfectures extérieures aux Alpes-Maritimes. Donc, c'est très problématique. On a eu le week-end dernier quelqu'un qui vit à Paris. On a des personnes qui sont interpellées à Strasbourg. On a régulièrement de Marseille, d'Aix, puisque certains CRA, en plus, en ce moment, sont gelés du fait de contamination à la Covid. Donc, on se retrouve effectivement avec actuellement plus de personnes placées par des préfectures extérieures que par les Alpes-Maritimes, ce qui est vraiment rarissime dans les Alpes-Maritimes. C'est plutôt même le contraire. Ce sont les Alpes-Maritimes qui placent beaucoup ailleurs en France. Donc là, effectivement, c'est le contraire. Et ces personnes-là n'ont pas droit à des visites de famille le week-end par rapport au confinement au week-end. Voilà, donc les droits sont restreints. Voilà. Je pourrais peut-être répondre après à d'autres questions, mais il me semble avoir fait le tour sur le plan sanitaire, sur le plan des éloignements par rapport au Covid. Merci infiniment, Madame Ami, d'avoir pris la parole et de nous avoir fait part de vos
votre précieux témoignage sur vos expériences. On a une question à vous poser. Donc, le CGPL a évoqué la potentielle fermeture des centres de rétention administrative. Du coup, sur ce point-là, quelles seraient les conséquences d'une fermeture des CRA et qu'en pensez-vous? Une fermeture des CRA, ça ne voudra pas dire pour autant que les personnes ne feront plus l'objet de mesures d'éloignement. Bien sûr, une fermeture des CRA, moi personnellement, je ne suis pas pour l'ouverture des CRA. La rétention doit rester l'exception. Ce qui n'est malheureusement pas souvent le cas, et les situations ne sont pas évaluées en amont. On a plein de personnes qui se retrouvent, qui ne devraient pas être placées en rétention, qui pourraient ne serait-ce qu'être assignées à résidence. Donc effectivement, il y a d'autres solutions que la rétention, qui est censée rester une exception. Donc là, en l'occurrence, si on rajoute effectivement ces risques pris dans ces milieux fermés, oui, effectivement, on expose ces personnes doublement. Et puis, comme je vous ai dit, avec des possibilités de faire autrement. Il existe aussi des OQT libres. On peut, là, vraiment, je vous dis en fait toutes les solutions qui pourraient être prises autrement que de passer par la rétention. Voilà. Après, bon, les OQT libres, c'est aussi très compliqué parce que malheureusement, moi, j'ai vu aussi beaucoup de personnes qui ont fait l'objet d'OQT libres, c'est-à-dire qui en fait ont été interpellées, qui ont fait l'objet de retenues pour vérification d'identité et à qui on a édicté des OQTF et qu'on a libérées. Mais en fait, ces personnes-là, dans la grande majorité, n'ont pas compris qu'elles venaient de signer une mesure d'éloignement qui était contestable parce que ce sont souvent des OQT pour autant sans délai. Hein. Donc, elles ont 48 heures pour les contester. Donc, je veux dire, il n'y a pas de réelle solution. Moi, je ne peux pas vous dire que je suis pour la rétention. Moi, je peux juste vous dire qu'il y a juridiquement d'autres façons d'évaluer une situation ou de sanctionner une situation irrégulière en accordant du temps à la personne et tout en rappelant que la rétention doit rester l'exception. Voilà. Peut-être un petit complément sur votre question. Nous, clairement, la CIMAD est une organisation qui revendique et demande la fermeture de l'ensemble des centres de rétention administrative, pandémie ou pas pandémie, parce qu'on considère que priver de liberté une personne simplement parce qu'elle n'a pas les bons papiers au bon moment ou qu'elle est visée par une mesure d'éloignement, c'est une mesure qui est disproportionnée au regard des buts recherchés, notamment. Pour en revenir aux recommandations successives de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, une autorité administrative indépendante qui est habilitée à se rendre dans les lieux de privation de liberté, donc qui avait fait des constats avant de faire ses recommandations. Recommandations d'ailleurs qui rejoignaient complètement celles du défenseur des droits, qui demandait également la fermeture des centres de rétention ou à tout le moins une suspension de leur usage dans ce contexte de pandémie. Bon, très clairement, il y avait vraiment des motivations très sérieuses au soutien de ces avis et de ces demandes de la part de ces autorités administratives indépendantes, parce que le constat avait été fait que c'était d'abord les conditions sanitaires, la protection de la santé des personnes n'avait pas du tout été mise en place ni effective, et que de toute façon, même une fois les protocoles mis en place, tels qu'on les connaît aujourd'hui, le contexte de la rétention et de l'enfermement ne permettait pas de protéger les personnes, parce que ce n'est pas possible de respecter complètement ces conditions-là quand on est enfermé 24 heures sur 24, comme je le disais tout à l'heure. Donc voilà, effectivement, le gouvernement n'a pas du tout suivi cet avis. Et puis, il faut avoir en tête quand même qu'on est dans une dynamique où ces dernières années, les projets qu'on a devant nous, on a une augmentation de l'utilisation de la rétention très forte et une augmentation du nombre de places dans les centres de rétention qui est sans précédent. On n'a jamais vu aucun gouvernement créer autant de places supplémentaires de rétention que ces dernières années. On a encore 4 constructions de centres de rétention nouveaux qui sont en projet. Un à Lyon, un du côté d'Orléans, un au Mesnil-Amelot à côté de Roissy et un autre à Bordeaux. Les 2 premiers à horizon 2023, voire 22 pour Lyon, et à horizon 2025 pour le Mesnil-Amelot et Bordeaux.
Donc, on a un gouvernement qui n'est absolument pas dans une dynamique de réduction de l'enfermement, mais ça va jusqu'à un point parce que, bon, entre la fermeture, je dirais, et puis la réduction, peut-être un peu plus raisonnable, il aurait pu y avoir des options quand même de prise. Et je vais vous donner juste un exemple très symptomatique de jusqu'au boutisme. On a eu un cluster au centre de rétention du Mesnil-Amelot au mois d'août dernier. L'Agence régionale de santé pose son diagnostic et émet des premières recommandations. Elle constate qu'il y a X personnes positives, 7 policiers d'ailleurs comme personnes enfermées, et elle constate également que, vu le fonctionnement d'un centre de rétention, toutes les personnes enfermées sont potentiellement des cas contacts, et que donc il convient, selon les protocoles nationaux en vigueur, de les isoler, comme vous et moi si on est cas contact. Sauf que eh bien, le ministère de l'Intérieur, le préfet, etc., n'ont pas du tout suivi ces recommandations parce qu'ils ont considéré qu'on ne pouvait pas libérer ces personnes, parce qu'on ne savait pas où les mettre, sans jamais d'ailleurs poser la question à ces personnes de savoir si elles avaient un logement, sans même se préoccuper éventuellement d'organiser un hébergement d'urgence pour les isoler, comme ça peut être proposé pour le reste de la population. Donc on est vraiment dans une logique en fait où le pouvoir n'est pas du tout prêt à lâcher quoi que ce soit sur le plan de l'enfermement. Voilà, et puis avec des enjeux politiques, il faut rappeler aussi que pendant la période, ça a croisé des annonces un peu fracassantes et sans doute très populistes de Darmanin sur on va enfermer des personnes fichées S pour les expulser, on va renforcer encore la politique d'enfermement et d'expulsion. Donc on n'est absolument pas dans une dynamique en fait où on a pris en compte la question de la santé des personnes enfermées, ni même où a été pesée la proportionnalité entre la légitimité de leur enfermement par rapport au but recherché, à savoir les expulser, dans un contexte où les expulsions étaient souvent pas possibles. Donc voilà, on a un contexte général où, en tout cas, les conséquences, il aurait été tout à fait possible de fermer les CRA. On aurait eu moins de personnes enfermées, moins de personnes contaminées. Certes, quelques expulsions en moins, ça n'aurait sans doute pas changé la phase des enjeux sociaux, politiques ou économiques de la France aujourd'hui, et on aurait évité beaucoup de traumatismes et tous les problèmes qu'on a pu évoquer, de violation des droits en particulier. Voilà, sans difficulté. Et puis, d'ailleurs, je voulais dire aussi, j'ai vu une intervention dans le chat sur la situation à Mayotte, où vous avez sans doute pu toutes et tous lire. Effectivement, Mayotte, c'est le pompon, parce que c'est un centre de rétention où chaque année, c'est une machine à expulser démesurée. C'est chaque année, près de la moitié des personnes enfermées en France en rétention, c'est à Mayotte. Hein. C'est plus de 20 000 personnes enfermées en 2019, par exemple. Et on a aujourd'hui à Mayotte des conditions sanitaires qui sont déplorables. Les personnes sont exposées en continu à une contamination, avec un exercice des droits qui est extrêmement limité, voire complètement entravé. On a même vu des créations à répétition de locaux de rétention administrative, donc à côté, dans un lieu distinct du centre de rétention, où des personnes étaient entassées, hommes, femmes, enfants, dans des conditions complètement illégales qui s'apparentent très clairement, à notre sens, à des traitements inhumains et dégradants. Et cette machine à expulser qui continue coûte que coûte sur fond d'enjeux extrêmement tendus dans le département et dans l'île de Mayotte, sur la question de l'expulsion des personnes étrangères, principalement en provenance des Comores. Voilà. Et puis avec l'État qui rase des bidonvilles à coups de pelle mécanique sans proposer de relogement, ce qui est illégal, et en conduisant par centaines, chaque jour, plus de 100 personnes dans ces périodes-là, dans un centre de rétention, et les conditions sanitaires sont absolument scandaleuses, et pas du tout respectées, quoi. Voilà. Donc, on est vraiment dans un contexte où c'était déjà le cas avant de la pandémie, mais là, ça le révèle, entre la question de la santé, des enjeux de santé et l'objectif d'expulsion et ce qui peut véhiculer en termes d'enjeux électoraux, de discours xénophobes ou populistes, fait que la santé pèse pas lourd, finalement, dans la balance. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, on voulait également élargir un peu notre champ en intégrant les prisons. Monsieur Besse, on avait notamment une question à vous poser. On a vu qu'avec la crise Covid, il y a eu une hausse du nombre de patients en hôpitaux psychiatriques liés à l'isolement, liés à la solitude. Et on voulait savoir si ce taux a été, on va dire, en parallèle avec les prisons, si la crise Covid a fait augmenter le nombre de délinquances sur le territoire national, ou s'il n'y a pas eu de changement par rapport
à avant ou s'il y a eu un réel changement avec la crise et les conditions qui ont été exceptionnelles. Alors, la crise sanitaire, elle a débouché donc sur un confinement l'année dernière. Hein, et pendant le confinement, tout s'est arrêté, on va dire. C'est-à-dire les gens étaient confinés chez eux, etc. Et au contraire, il a été observé pendant cette période une chute de la délinquance, puisque effectivement tout le monde restait plutôt cloîtré. Il y a eu une chose intéressante dans la lutte contre le Covid en prison qu'il faut noter quand même, qui date de l'année dernière également pendant le confinement. Entre mars et juin à peu près, des consignes ministérielles avec une circulaire ont fait chuter le nombre de détenus de 13 000, 15 000 même. En fait, c'était à la fois des consignes pour aménager les peines pour les personnes à qui il restait très peu de temps et donc les faire sortir de prison. Et puis comme les tribunaux fonctionnaient au ralenti, voire pas du tout, il n'y avait plus de comparution immédiate, etc., ben effectivement, le nombre d'entrées a été extrêmement limité. Donc ça a permis de résorber un petit peu la surpopulation endémique dans les prisons. Mais cette mesure n'a pas été reconduite. Et donc depuis juin de l'année dernière, avec la reprise des activités des tribunaux, ben, les prisons sont de nouveau engorgées. Et même si le taux national pendant cette période de confinement, le taux de détention était à peu près à 100% de taux d'occupation en moyenne nationale. Dans la réalité, on a continué à avoir des maisons d'arrêt avec des taux de 200% d'occupation et donc de très forts risques. Alors, le risque a été limité parce que tout a été fermé, c'est-à-dire que les prisons étaient fermées, les détenus confinés dans le confinement de la prison, plus d'activités, plus de parloirs, plus d'intervenants extérieurs, etc. Et donc, ça a effectivement permis de limiter les contaminations, mais ça ne les a pas empêchés. Depuis l'année dernière, on assiste à des clusters un petit peu partout et à des contaminations pour un facteur très simple, hein, c'est que même si on réduit les interventions extérieures, les surveillants de prison, le soir, ils rentrent chez eux et ils reviennent le lendemain, et les soignants également. Et donc, les contaminations des détenus, puisqu'il n'y avait plus de parloirs, elles se sont produites, elles sont arrivées par l'entrée de personnes qui circulaient entre le dedans et le dehors, les surveillants et les soignants. À l'heure actuelle, les parloirs ont repris, mais avec des séparations, comme ça s'était fait dans les EHPAD pendant un moment, vous savez, plexiglas entre le visiteur et le visité, port du masque, etc. Et ça limite donc, enfin ça empêche les contaminations de famille. Donc on sait que le virus rentre, puisque il y a des clusters là tout récemment à Toulouse, en région parisienne, à Tours, un tiers des détenus qui sont touchés. Et donc c'est la contamination qui arrive bien évidemment par l'extérieur, mais ce qui est vraiment dommageable, et d'ailleurs on parlait de la CGLPL, mais là aussi elle est montée au créneau pour demander que ce mouvement qui n'avait pas mis la France à feu et à sang de diminution du nombre de détenus par l'utilisation des aménagements de peine et des mesures alternatives à l'incarcération devait se poursuivre, continuer, puisque là le nombre de détenus augmente, donc les risques sanitaires augmente bien évidemment également. Mais comment vous pouvez, dans votre réponse, vous dites qu'il y a des clusters qui sont en augmentation dans les prisons. Et comment se fait-il que, par exemple, M. Éric Dupond-Moretti, il estime que lui, seulement 0,03% de la population pénale est touchée par ce cluster? Comment ça se fait que l'OIP estime des chiffres et que le Premier ministre en estime d'autres? Alors non, nous, on ne fait que citer les chiffres qui sont très rarement communiqués par l'administration pénitentiaire, mais le problème des chiffres, c'est qu'on vous donne un nombre de détenus. Par exemple, là, au 12 mars, les derniers chiffres disent 261 détenus atteints de Covid et à peu près 260 surveillants. Ce sont les données à un jour, ce sont les points à un jour donnés, mais toutes les personnes détenues ne sont pas testées. Donc, c'est au moment où apparaissent des signes ou des éventualités de risque que là, on se met à tester tout le monde et pour voir. Et puis, c'est très fluctuant. Donc, en permanence, un cluster disparaît parce que les gens n'ont plus la Covid et puis réapparaît ailleurs parce qu'il y a des contaminations. Le ministre de la Justice, il oublie juste de dire que c'est sa propre estimation, puisque de toute façon, toutes les personnes ne sont pas testées. Donc, il ne parle que des chiffres qui sont connus.
D'accord, très bien. Merci en tout cas pour cette intervention. Et peut-être juste une petite précision, enfin un élément qui concerne les personnes étrangères en situation, notamment en situation irrégulière, mais enfin les personnes étrangères incarcérées surtout. C'est une situation un peu particulière sur laquelle on est alerté en ce moment. Il s'agit des personnes qui ont été condamnées, vous savez, les mules qui transportent des stupéfiants et qui sont arrêtées à l'aéroport notamment et qui viennent pour un certain nombre de pays étrangers. À l'heure actuelle, on est alerté par des médecins notamment qui nous signalent que avec l'impossibilité de… Alors, ce sont des personnes qui sont volontaires pour rentrer dans leur pays puisqu'elles pensaient faire le voyage et puis rentrer, donc qui sollicitent des procédures de libération conditionnelle, expulsion, et qui à l'heure actuelle donc, sont remises à la rue à Paris, tout simplement parce qu'avec la fermeture des frontières et avec toutes les clauses qui sont restrictives pour les voyages retour, donc du coup sont relâchés dans la nature. Alors là, on le voit sur la région parisienne à l'heure actuelle et remises à la rue, quoi. Oui, donc c'est assez problématique. Je vous propose de terminer cette troisième thématique avec la question qui a été posée dans le chat par M. Dorian Lemoine qui voulait savoir si la vaccination pour lutter contre la maladie Covid-19 pour les détenus et pour les personnes étrangères au sein des CRA était pensée, avait été sollicitée, ou peut-être que j'ai vu que M. Rouy, vous vouliez également prendre la parole. Je vous laisse discuter. Oui, merci. François Besse pourra compléter. Il a peut-être plus d'infos que moi sur les prisons, mais on a été auditionné par le professeur Delfrécy, qui est le président du conseil scientifique Covid-19, qui conseille le gouvernement et le président de la République, début février, et dans le but de produire une note à destination du gouvernement sur la situation dans les prisons et dans les centres de rétention. Et à l'occasion de cette audition, ce qu'on a appris, c'est qu'il n'y avait aucun dispositif spécifique mis en place pour une vaccination de l'ensemble des personnes qui étaient éligibles selon les critères établis de priorité pour la vaccination au plan national, ni dans les prisons, ni dans les centres de rétention. Alors, je crois qu'en prison, il y a eu quelques vaccinations marginales, mais au moment de cette audition, en tout cas, au niveau du conseil scientifique Covid-19, ils avaient des éléments pour avoir travaillé avec les unités médicales des lieux de détention, qui avaient estimé à au moins 1400 les personnes qui étaient éligibles en priorité à une vaccination, et rien n'a été mis en place pour assurer cette vaccination. Dans les centres de rétention, l'estimation est sans doute plus basse quant aux personnes qui pourraient bénéficier d'une vaccination parce qu'on a moins peut-être de personnes âgées, d'une part, mais on a quand même des personnes qui, d'après les unités médicales des centres de rétention, devraient être vaccinées en priorité parce qu'elles sont atteintes de pathologies, donc de comorbidités, de risques de développer des formes graves si elles contractent la Covid-19. Et de la même façon, il n'y a aucun dispositif prévu pour vacciner ces personnes dans les centres de rétention, alors même qu'elles peuvent rester jusqu'à 3 mois et revenir à répétition. Donc c'est là encore une discrimination quant à l'accès à la santé qui pose quand même très fortement question. Moi, je ne sais pas, François, si de ton côté tu as des informations à ce sujet. Mais… Oui, parce qu'on suit les choses de très près. Alors, c'est vrai que les mesures ont été prises bien plus tardivement, on va dire, que ce qui se passe à l'extérieur, même pour les mesures de protection d'ailleurs, parce que les masques n'ont été accessibles aux détenus qu'au mois d'octobre de l'année dernière. Donc, le gel hydroalcoolique est toujours interdit parce que l'alcool est interdit en prison pour les détenus. Alors, sur la question de la vaccination, on suit ça de près, et là, quand même, les points qu'on a pu avoir depuis une dizaine de jours, c'est que tous les détenus de plus de 75 ans ont été vaccinés ou sont en train d'être vaccinés, c'est-à-dire que maintenant ça a été mis à niveau, on va dire.
il commence à y avoir le programme de vaccination pour les 50-75 ans avec l'AstraZeneca, enfin avec la rupture hein, comme à l'extérieur. Et la vaccination des surveillants, elle est calquée sur la population générale, et celle des soignants, ce sont des soignants, des personnels hospitaliers, sur la vaccination des personnels hospitaliers. Mais en tout cas, pour les détenus 75 ans et plus, ça a été fait pour pas mal d'endroits et c'est en cours. Donc la situation a plutôt été rattrapée là, sur ce point. Je vous remercie pour votre intervention, Monsieur Bess. Je pense qu'on va conclure cette troisième thématique. Donc, merci à Madame Amami qui est partie, qui nous a quittés. Merci David Roy et merci Monsieur François Bess. Je vous laisse du coup sur les propos conclusifs de notre colloque. Donc, je vais laisser la parole à ma camarade Cheyenne Graal. Bah, écoutez, je vais faire très, très basique, hein, mais en tout cas, ce sera surtout des remerciements donc, à nos intervenants qui nous ont consacré l'après-midi, voire un début de soirée. Je vous remercie vraiment très sincèrement et puis nous sommes en tout cas vraiment fiers de ce colloque qui était pour la plupart notre premier. Évidemment, je vais remercier aussi tous mes camarades avec qui on a organisé ce colloque. Ça a été quelques difficultés, mais en tout cas, on est vraiment fiers du résultat. Remercier nos professeurs et bien sûr Madame Pena pour avoir toujours bien veillé au bon déroulement de cette organisation. Et puis, pour finir, remercier toutes les personnes qui nous ont suivis durant ce colloque et qui ont été spectatrices. Je terminerai par dire qu'on a des camarades qui, de leur côté, ont fait un blog sur le même sujet, les droits fondamentaux dans les lieux de privation de liberté, qui ont rédigé des articles très intéressants, qui lancent leur blog justement aujourd'hui pour notre colloque, qui ont recréé une cellule en photo qu'on peut visiter, qui ont recréé une cellule en 3D notamment, assez impressionnant du coup. Je vous mettrai le lien et puis allez faire un tour. Et puis voilà, merci beaucoup à tous.